Je vous accueille tous bien volontiers et au nom de l'ensemble de l'équipe Crackmo, on va commencer à l'heure pour tenir le programme que nous avons fait le plus dense et interactif possible. Donc, au nom de l'ensemble de l'équipe, nous sommes heureux de vous accueillir alors dans cette formule mixte, mais j'accueille avec plaisir ceux qui ont fait le déplacement et ça fait du bien de se revoir en face à face. Les écrans, c'est très utile, hein, ça, mais se voir et discuter directement, c'est pas mal aussi. Et personnellement, je préfère. Voilà. Donc, nous allons commencer notre journée annuelle, hein. La dernière avait été complètement en visio. On a donc préparé un programme et juste avant de commencer, je voudrais vous présenter une nouvelle venue dans l'équipe. Manel Hanafi, notre psychologue, est partie à Bruxelles et Anastasia Furtaka qui vient de nous rejoindre. Anastasia, si tu veux, voilà, tu peux peut-être juste enlever. Alors, elle n'est pas très grande, hein, donc j'espère que vous la verrez. Donc, bonjour, je suis Anastasia Furtaka, psychologue de l'unité de gastronutrition et du centre de référence des affections chroniques et malformatives de l'œsophage. J'ai pris mes fonctions au début mai et je suis très contente de joindre votre équipe. Voilà, vous avez entendu qu'elle avait un accent du Nord, elle aussi, tout à fait. Voilà, donc on est ravis de vous avoir avec nous. Et donc, voilà, je voulais vous la présenter et ceux qui sont présents, n'hésitez pas à discuter avec elle. Voilà, donc ce petit temps d'introduction va vous servir. Alors, j'ai fait un tri forcément, va nous servir à mettre en avant quelques actualités sur l'année qui s'est écoulée de notre centre de référence. Donc, voilà le plan. Je voudrais aborder avec vous Covid et atrésie de l'œsophage et je vous promets, c'est la seule fois qu'on parlera Covid dans cette journée. On a été tous bien nourris du Covid, mais je voulais juste vous donner un petit point sur l'infection par la Covid ou le Covid et les enfants ayant une atrésie de l'œsophage. Vous donner des nouvelles de la planète atrésie de l'œsophage, c'est-à-dire INOA, c'est, vous savez, l'International Network of Esophageal Atresia, qui est ce groupe qui s'est créé il y a déjà une dizaine d'années et qui regroupe un peu de façon multidisciplinaire des Australiens, des Américains, des Canadiens, des Français, des Européens, des Italiens, etc. Et ERNICA, qui est donc l'European Rare Network, c'est finalement l'équivalent, pour faire court, de FIMATO, des filières françaises, mais à l'échelle européenne et dans laquelle on est aussi investi et on recevra la réunion annuelle d'ERNICA s'il n'y a pas de nouvelles épidémies. Je crois que c'est en septembre ou en octobre à Lille. Si je vous présente ces initiatives, c'est pour vous dire que, en tout cas, Rony et moi, qui sommes bien insérés dans ces programmes, on est très attentifs à ne pas dupliquer, à ne pas refaire ce qu'on fait en France à côté, à droite, ou pas refaire par les Canadiens, donc d'essayer de potentialiser les efforts, les ressources sur le sujet. Un mot sur les projets de recherche, et en particulier un gros projet de recherche que j'ai déposé et dont on devrait avoir les résultats dans les semaines qui viennent, juste pour vous en informer, parce que ça va impliquer l'ensemble des centres s'occupant de l'atrésie de l'œsophage. On ne va pas parler que d'atrésie de l'œsophage. Je vais vous donner un mot de l'avancée du PNDS œsophagité eosinophile. Vous savez que notre centre de référence n'est pas que l'atrésie de l'œsophage, mais toutes les pathologies rares de l'œsophage. Et puis, un tout petit mot sur les démarches actuelles obligatoires de saisir tous les malades ayant une maladie rare, atrésie de l'œsophage, œsophagité eosinophile, dans le BAMARA, donc la banque de données du ministère, et des efforts malheureusement vains que nous avons fait pour essayer de ne pas devoir saisir en double avec le registre de l'atrésie de l'œsophage. Je vous expliquerai ça. Voilà. Je commence par les données qu'on a sur Covid-19 et atrésie de l'œsophage. INOA, donc ce network, a créé un questionnaire en ligne facile, hein, si vous allez sur le site d'INOA, là, donc vous avez inoa.org, il y a une fiche et chaque patient ayant une atrésie de l'œsophage et une infection à Covid, on remplit la petite fiche. De façon parallèle, les associations de patients,
ça s'appelle HIT, c'est la Fédération des associations de patients européens, a créé le même questionnaire, mais à visée patient, qui peuvent le remplir aussi. Et donc, en mars, je n'ai pas trouvé d'actualisation plus récente, mais il y avait eu 17 enfants, et vous verrez 3 ou 4 adultes, ayant renseigné, ce n'est pas exhaustif du tout, mais ayant renseigné cette base de données. Donc, rien de très original dans leur forme. Vous voyez qu'ils avaient presque tous des pathologies respiratoires, asthme, trachéomalacie, infections respiratoires. Certains, la moitié des malformations cardiaques associées, sténose anastomotique, en tout cas rien de... Et les traitements un peu classiques de l'atrésie de l'œsophage. C'est juste pour vous dire que ces infections sont peu graves, que il y a eu 4 jours entre le début des symptômes et le pic, enfin le début de l'infection et le pic des symptômes, que 2 sont restés asymptomatiques, un seul a fait une pneumopathie, la majorité n'a pas été hospitalisée, il y en a juste un qui a eu de l'oxygène, et il n'y a eu aucune complication, des suites tout à fait simples, et donc c'est des cas italiens, argentins, suisses, hollandais, canadiens, français et turcs. 3 adultes ont saisi des fiches, donc 30 ans d'âge, et à nouveau, ils ont été, eux, 2 sur 3 ont été hospitalisés, mais sont sortis rapidement, aucun n'a été en réanimation. Donc on retient, malgré les malformations cardiaques ou respiratoires associées, à ce jour en tout cas, aucune forme grave rapportée. Le deuxième point que je voulais donner sur donc INOA, ce network, enfin ce réseau international, c'est que le groupe des pneumologues, des pneumopédiatres a publié, je vous encourage à aller voir ce papier qui est bien fait, qui a été publié il y a juste 1 an dans Pediatric Pulmonology, qui reprend les complications respiratoires au long cours et la surveillance respiratoire des enfants avec une atrésie de l'œsophage. Donc, c'est le premier consensus, on ne connaît pas d'autres. Et donc, ils se sont mis, c'est des ORL et des pneumologues qui se sont mis ensemble pour faire un gros travail de lecture de littérature, etc. Donc, je vous encourage à regarder ça. Un petit mot sur Hernica. Donc, beaucoup d'activités qui se passent dans Hernica. J'ai juste choisi 2 choses. Le premier, c'est que l'année dernière, et c'est sorti là, en juin, il y a eu une conférence de consensus, plutôt des recommandations qui ont été faites avec une méthodologie bien faite sur les long gaps. Donc, les chirurgiens doivent connaître, puisque c'est la revue européenne de chirurgie pédiatrique qui l'a publié, donc en se focalisant sur les long gaps. Et puis le deuxième point, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'activités aussi dans les ERN, mais l'autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que à l'initiative de HIT, l'association des patients, et en accord avec bien sûr je copilote avec un chirurgien d'Hambourg, Beno Oureux, ce groupe, et donc on a, c'est surtout les parents et qui l'ont mis en place, c'est des petites vidéos très courtes qui sont autour de différents problèmes œsophagiens. Donc, il y a déjà celle-là qui est en ligne, qui présente en gros pour des parents qui arriveraient avec un nouveau diagnostic, ce que c'est, des petits schémas. C'est très simple, c'est très court. Il y en a un autre sur le reflux qui est sur le point d'être en ligne. Il y en a un en préparation sur la chalasie œsophagienne. Donc, ils sont accessibles sur YouTube. Ils sont accessibles sur le site d'Hernica, de Fimato. Je vais me mélanger tout là. Donc, sur notre site de la filière maladies rares. Donc, sur le site de Cracmo, vous avez le lien. Et les traductions en français en différentes langues sont. On les a traduites en français pour les patients français qui ne lisent pas l'anglais, par exemple. On a validé dans je ne sais plus qui l'a fait dans Fimato, mais je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. Voilà. C'est qui ? C'est Marine qui a validé la traduction en français pour que ça corresponde à quelque chose qu'on comprenne bien et que ça ne soit pas trop littéral. Voilà. Et un mot pour que vous notiez dans votre agenda, l'année prochaine, donc en 2022, du 10 au 14 octobre à Cincinnati, États-Unis, aura lieu c'est combien, Ronnie, ça, le 4e, 5e congrès mondial de l'atrésie de l'œsophage. C'est organisé par un ORL de Cincinnati. Ils ont une grosse clinique, comme ils disent, à Cincinnati, aérodigestive, donc ils s'occupent des problèmes ORL, respiratoires. Et donc, ils ont appelé ça la Quad Conférence, c'est-à-dire que ça va être combiné sur 6e congrès mondial. Et donc, il y a l'INOA, donc l'atrésie de l'œsophage, pendant 2 jours et demi ou 3 jours.
mais pour ceux qui s'intéressent, et en particulier les chirurgiens et les ORL, des séances de training avant, après, des trucs sur l'aérodigestif, des tables rondes communes, enfin, pratiquement une semaine complète sur le cours de Cincinnati qu'ils font tous les ans, une conférence sur la dysphagie et la conférence annuelle aérodigestive, en plus d'Inoue. Voilà, donc Cincinnati semble pas être la plus belle ville des États-Unis à visiter. Voilà, donc quand on a choisi cette ville-là, beaucoup de collègues ont dit: «Pourquoi vous allez vous enterrer à Cincinnati?» Enfin, je vous fais pas de la contre-pub, mais en tout cas, le programme a l'air top, et c'est donc tous les 3 ans, on fait un congrès mondial, et donc c'est l'occasion, au mois de septembre, d'aller dans l'Ohio. Voilà, c'est le programme, j'insiste pas là-dessus, mais vous voyez, 10, 11, 12, c'est Inoue, puis il y a dysphagie, il y a les cours, il y a tout ça qui sont organisés. Je passe là-dessus. Voilà, alors je voulais vous parler de ce projet qui n'est à ce jour pas confirmé, bien entendu, qui reste dans la course et dans une compétition qui est un peu féroce, mais qui pourra, si nous sommes financés, faire appel à la collaboration de tous les centres. C'est pour ça que je vous en dis un mot maintenant. Il s'agit de poursuivre, et Madeleine présentera tout à l'heure dans le projet COMAD 6, COMAD 13 maintenant, COMAD 12 ou COMAD 13. Vous vous souvenez qu'à partir du registre, nous avons identifié les enfants nés en 2008, 2009, 2010 et constitué une cohorte nichée, c'est-à-dire que tous ces enfants nés sur ces 3 années ont été revus à l'âge de 6 ans, et Madeleine en parlera, c'est son projet de thèse d'université, d'exploiter les données de ces enfants, et l'idée est de prolonger encore, et ces enfants auront 13 ans l'année prochaine, donc de les revoir à l'âge de 13 ans, et de façon clinique, donc ça c'est sûr qu'on le fait, et ce projet-là est un appel à manifestation sur la création de nouvelles bases de données, c'est subventionné par le plan d'investissement à venir, et nous souhaiterions y rajouter aux données cliniques, et c'est ça le but de cette demande de financement, des données omiques, c'est-à-dire récupérer du sang, récupérer des biopsies œsophagiennes que ces enfants auront eues au cours de leur vie antérieurement, pour, avec 2 labos de génomique et de protéomique, essayer d'identifier des marqueurs de génomique, de protéomique, qui pourraient être des signatures d'évolution, de formes compliquées, des signatures de désordres immunitaires pouvant favoriser l'œsophagite éosinophile, ou de signatures immunitaires qui pourraient prédire, c'est très ambitieux, mais prédire la survenue de cancers ultérieurs, c'est-à-dire de dépister des dérèglements génomiques ou protéomiques qui pourraient anticiper des pathologies cancéreuses sur des biopsies de l'œsophage. Et sur le sang, c'est beaucoup plus simple, ça serait plus simple si on trouvait les mêmes marqueurs dans le sang, de pouvoir faire une simple prise de sang plutôt que d'aller à la biopsie. Donc projet ambitieux, et cette nouvelle base de données serait hébergée par France Cohort. France Cohort, c'est une organisation qui est pilotée par l'INSERM et qui vise à recueillir toutes les grosses bases de données et les entretenir, et ça nous donnerait une sécurité. Ils s'engageraient financièrement à nettoyer, entretenir, mettre sur des bases échangeables. Rony est bien sûr associé, c'est-à-dire utilisable par d'autres chercheurs européens avec des formats transparents. Voilà. Donc, ce n'est pas gagné du tout. Je vous en dis un mot, nous y reviendrons. Alors, avec le conseil scientifique de Craquemont, on a prévu de les inviter en août, parce qu'on aura la réponse à cet appel d'offres, pour voir un peu si on met en place ça, la logistique qu'il faut mettre. Il y aura des assistants de recherche clinique, il y a de l'argent là derrière, du coup, il y aura un peu d'aide pour les centres pour mettre tout ça en place. Voilà. Information importante. La deuxième, encore une autre que je voulais vous donner, c'est le PNDS de l'œsophagite éosinophile. Audrey Nicolas, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais pilote ce PNDS de main de maître. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont associés. J'ai vu Laure Bridou qui est en ligne, Raphaël Modinas, Madame Villard-Truc, et puis moi-même dans le groupe de rédaction. Puis on a un très large groupe de relecture, et on est tout à fait dans les temps. La rédaction est quasiment terminée, on est fin juin, on doit relire la copie, et ça va partir cet été au groupe de relecture pour que ce PNDS soit mis en ligne dans l'HAS
fin de l'année 2021. Donc on est à temps, ça avance bien, c'est un énorme boulot, il faut lire toute la littérature. L'œsophagite éosinophile, il y a un papier toutes les 10 minutes qui est publié, c'est un sujet à la mode, donc suivre l'actualité et faire un tour un peu complet, c'est un peu dur, et donc quand on dit quelque chose, il y a tout de suite 3 papiers qui sortent derrière, donc voilà, et il faut faire simple, c'est pas une revue de la littérature, c'est un PNDS. Voilà, un mot sur comment gérer donc la nécessité d'entrer maintenant sur vos dossiers informatiques ou sur la base Bambara, tout enfant venant pour une maladie rare, qu'il soit de l'œsophage, du tube digestif ou autre. Depuis le 1er janvier 2020, ça a été rendu obligatoire et ça conditionne pour les centres de référence en partie le budget. Et donc, on a essayé pour l'atrésie de l'œsophage, et on a eu des discussions ardues avec Rony, avec la BNDMR, la Banque de maladies rares, la nationale de maladies rares, son directeur, pour essayer d'éviter une double saisie, la saisie du registre que vous faites et puis la saisie de Bambara. Et en fait, en prenant le problème dans tous les sens, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Eh bien, nous, on a un registre avec des données exhaustives, avec plein d'infos jusqu'à l'âge de 1 an. Dans Bambara, on a juste mis les minimum datasets, l'âge, le sexe, le type d'atrésie de l'œsophage, et puis c'est quasiment tout. Les malformations, on a mis le minimum réglementaire. Du coup, ce qu'il y a dans Bambara, c'est que dalle par rapport à ce qu'il y a dans le registre. Bambara, ça doit être saisi en direct, et nous, vous savez, avec le boulot de Katia Line de revalidation, de saisie, de nettoyage de la base de données, on a au moins 1 an de décalage. 1 an, c'est quand on est en forme, hein, je ne sais pas où elle est Katia Line, mais ça peut être un peu, ouais, ça peut être un peu plus, hein, Katia Line, voilà. On a plutôt 2 ans de décalage, de récupérer les données manquantes, de les nettoyer, de revoir les dossiers, de revenir vers vous s'il y a des questions, enfin de faire une vraie base, alors que là, Bambara, ça doit être saisi immédiatement et à chaque venue. La gestion de données, la base de données, elle est gérée par notre plateforme de gestion de base de données au CHU de Lille, alors que Bambara, c'est le BNDMR, c'est le ministère, et qu'il n'y a pas moyen de trouver des ponts entre deux. C'est toujours possible, mais ça coûte très cher. Enfin bref, je vous passe tout ça. Ce qui fait que nous devrons poursuivre malheureusement cette double saisie. Alors, elle va être vraiment minimale. Je pense que ça ne va pas être un travail majeur. Nous avons échappé pour le moment, on pourra en discuter si vous voulez, à une base de données européenne par NICA qui voulait aussi, sur l'atrésie de l'œsophage, nous demander de saisir. Il y a des problèmes majeurs en termes de CNIL et de protection des données des patients entre la Hollande et la France, qui fait que ce truc va prendre 1 ou 2 ans et que pour le moment, on ne vous en parle pas. Mais l'idée étant de limiter au maximum les saisies de tout le monde. Je crois que je vais exploser le temps. S'il y a quelques questions brûlantes, il n'y a pas de questions là-dessus. Est-ce que dans la salle, on a le droit de poser des questions? Il y a des micros. Ils sont là. Si vous voulez ou commenter ou poser des questions. Après, il faut qu'on prenne pas trop de retard. Non, ouais, allez-y. Merci. Donc Marc Lejeune pour la FAO. Donc je voulais juste la question sur la cohorte nichée, sur le projet de recherche. Combien de patients potentiellement concernés? Ouais. Est-ce qu'il y a effectivement des avantages sur le long terme, puisque pour nous c'est assez intéressant finalement, identifier ce que ça va amener, est-ce qu'il y aura d'autres pathologies ultérieures? Exact. Alors le chiffre sur lequel on a bâti le projet, c'est environ 300 patients. Madeleine, c'est combien au total d'éligibles? 400 et quelques? 400, il y a 480 enfants qui sont nés en France entre 2008 et 2010 avec une atrésie de l'œsophage. Mais dans l'étude COMAT6, en fonction des perdus de vue, des déménagements, de ceux qui n'ont pas voulu revenir, Madeleine, dans sa thèse, en a 360, enfin, elle vous montrera. Combien? Un peu moins de 300 complètement exploitables. Comme ces patients sont suivis, on espère qu'on aura peu de perdus de vue. Alors, les recherches omiques sur les œsophages et le sang, c'est très coûteux, ça prend beaucoup de temps, il faut mettre des doctorants, c'est très exploratoire, hein, et c'est vraiment, on va à la pêche, on ne sait pas ce qu'on va chercher, mais on a les outils pour aller le chercher. Et donc là, on a limité sur des groupes de 50. D'abord, ce ne sera pas facile de retrouver des biopsies de l'œsophage, d'avoir des prises de sang pour tout le monde. C'est très cher aussi, il faut que le sang arrive frais, techniqué, etc. Donc, il y aura une logistique qui va être
dans les gros centres, entre guillemets, où on a plusieurs patients pour que la logistique vaille le coup, hein, je veux dire, en termes économiques. Hein. Voilà, donc pour le côté omique à la pêche, c'est environ 50 patients et la cohorte, c'est 300. Très bien. Écoutez, on va du coup poursuivre notre session. Et du coup, on avait proposé, parce qu'il y a eu des réflexions un petit peu parallèles, simultanées, conjointes, bonjour Jérôme, d'un certain nombre de nos centres sur la prévention et la prise en charge alimentaire précoce chez les enfants avec une atrésie de l'œsophage et un long gap que vous ne pouvez pas opérer tout de suite. Et donc, je vais passer la parole à Ronnie et Madame Polymérol, qui sont les modérateurs, et on va baser cette discussion, cette table ronde, sur, on va dire, trois expériences. Audrey Lecoufle, l'orthophoniste du centre, sur la réflexion lilloise, et un partage d'expériences lyonnaise et de Necker sur la prise en charge des troubles de l'alimentation précoce dans les longs gaps. Voilà, je passe la parole à Ronnie.